Bonjour Jean-Pierre Eudier, vous étiez président de la Ligue pour les libertés vaccinales. Nationale pour la... Nationale, pas n'importe laquelle, la nationale, et je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Oui. Vous n'êtes plus président, mais vous êtes toujours actif. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je ne suis plus président de la Ligue parce que j'ai eu un accident vasculaire cérébral en 2023 qui m'a empêché de continuer le travail. Par contre, je suis encore président de EFVV, qui est l'association européenne qui collecte les informations diffusées par les différents pays de l'Europe. La semaine prochaine, nous aurons cette assemblée générale à Vienne, en Autriche, et on espère encore récolter des candidats à ma succession. Parce que, en fait, je n'ai pas décidé d'arrêter, mais j'ai tellement de choses à écrire, à remettre sur papier, que j'ai besoin d'abandonner un peu ces postes de responsabilité. Et puis, voilà, je ne peux pas tout faire. Pourquoi vous vous êtes autant intéressé à la vaccination dans votre vie? Alors, mon histoire est assez particulière dans la mesure où j'étais vaccinaliste au début de ma carrière. Oui, donc je me suis intéressé à ces campagnes de vaccination après un séjour en Afrique. J'étais dentiste à Kinshasa, au Zaïre, dans les années 80. Et là, j'ai subi la période du sida. Oui. Donc, mon cabinet s'est vidé. Je n'ai plus de patients. Et à ce moment-là, il y a un Américain qui est venu du CDC d'Atlanta et qui s'est intéressé à la question. C'était le professeur Jonathan Mann, qui était un homme qui était comme moi, jeune et naïf, et qui est venu étudier cette vaccination. Et c'était toujours sous couvert de campagne de vaccination pour les jeunes. Mm-hmm. Alors c'est là qu'on a dit que c'est d'origine naturelle. Or lui, il avait cet aspect qui était un peu suspect. Bon, en attendant, Jonathan Mann est décédé dans un accident d'avion en 1996, je crois, sur le vol Swissair qui partait de New York. Et peu de temps avant sa disparition, il a dit le sida a été semé, nous ne savons pas ce que nous allons récolter. En tout cas, ça c'est une chose qu'il m'a dit et que j'ai entendu et de savoir. Et alors, moi, à cette époque-là, en 96, j'ai été aux États-Unis où j'ai découvert un auteur américain qui s'appelait Leonard Horowitz, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La guerre des virus, que j'ai traduit en français sous ce nom-là, La guerre des virus. Et alors, ce bouquin, La guerre des virus, m'a ouvert la voie militaire de ces vaccinations en général. Et c'est là que j'ai rencontré la Ligue et qu'on a commencé des interventions avec la Ligue. Et puis moi, je n'étais qu'un soutien de la Ligue, sans plus. Et quand il y avait des gens qui étaient candidats des voyages en Afrique, ils m'adressaient ces candidats-là, je leur expliquais comment il fallait faire pour voyager en Afrique sans se faire vacciner, etc. Et puis en 2017, Monsieur Michel Georget cherchait un successeur pour la présidence de la Ligue et il y avait Monsieur Lazarotto qui m'a rencontré et j'ai donc signé pour un certain temps. Et c'est là que je me suis intéressé à la Ligue, que j'ai essayé d'ouvrir la Ligue à des nouveaux contacts. Alors évidemment, on a laissé tomber tous ces aspects militaires, mais dans ma tête, ça reste très présent. Et puis voilà, c'est comme ça que je vais tenter de continuer mon travail. La vaccination, ça remonte à bien avant Pasteur? Alors, bien avant Pasteur, bien entendu. Et c'est-à-dire que la première vaccination, qui vient d'une vaccine, la maladie du pied de la vache, qui a été développée par Jenner, Monsieur Jenner. Ah oui. Bon, il y a eu avant une variolisation. C'est-à-dire que à cette époque-là, on connaissait le pouvoir d'infectieux des tissus infectés par la variole. Et c'est comme ça qu'on a balancé sur des troupes indiennes au Canada, dès 1776, des produits imbibés de variole, pour essayer de développer une épidémie de variole chez les Iroquois. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. En tout cas, c'était le premier élément que l'on a noté sur cette vaccination obligatoire. Sur cette vaccination, c'est là que Jenner est arrivé, qu'il a mis en place cette vaccination qui était censée protéger les gens de cette variole. Ça protégeait peut-être des gens de la variole, mais en même temps,
Ça a provoqué d'autres maladies telles que la tuberculose, puisqu'on prélevait du pus sur le pis de la vache et on injectait ça à tous les gens. C'est ainsi que le fils de Napoléon, quand il est né, a été vacciné contre la variole et il est décédé 10 ans plus tard de la tuberculose. Bon, il faut savoir qu'en 1803, Napoléon voulait envahir l'Angleterre. Il préparait des troupes à Boulogne. Et là, il a vacciné les gens contre la tuberculose, puisque si les Anglais font ça, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il a injecté tous ces hommes. En tout cas, l'opération n'a pas eu lieu. On ne sait pas ce qui s'est passé avec ces militaires. Étaient-ils infectés ou pas? En tout cas, l'opération a été annulée. On revient ensuite aux histoires de Lister, Pasteur, Koch, etc., qui ont travaillé au cours du XVIIIe siècle sur les produits chimiques qui favorisent le développement des bactéries chez les animaux, parce qu'il faut savoir aussi que la vaccination rentre dans un programme de santé militaire. Comment protéger les troupes? Parce qu'à l'époque, il fallait se déplacer avec des troupeaux entiers, etc. Donc, comment protéger les troupes pour l'alimentation? Et c'est comme ça que Pasteur a développé les trucs sur je ne sais plus sur les La rage? Non, pas la rage, sur les aliments. Ah oui. Bon. Et puis là, il a découvert ce vaccin contre la rage. Comment a-t-il fait? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce que Meister, qui était l'Alsacien, a-t-il été véritablement infecté? Il faut savoir que c'était aussi dans les années 1870-1830, il y avait ce conflit avec l'Allemagne. Et donc, et c'est là qu'il a inventé cette vaccination contre la rage. Ça a marché chez lui, mais ça n'a pas marché chez les autres, parce qu'il y a des tas de gens qui venaient de Russie, etc., qui ont été disséminés par la rage. C'est aussi à cette époque-là que Pasteur a mis au point la vaccination contre... à propos de cette maladie, c'était le charbon des moutons. Alors, il s'est aperçu, quand il est décédé, son gendre Roux est allé sur place et a découvert que les troupeaux étaient enterrés sur place. Et les spores remontaient à la surface au bout de 4 ou 5 ans et provoquaient une nouvelle épidémie dans les troupeaux. Et c'est à ce moment-là que l'on a dit la vaccination ne sert à rien, mais quand les troupeaux meurent, il faut les équarrir. C'est ainsi que sont nés les équarrissages. Donc, si tu veux, il y a toujours un parallèle entre le bien et le mal. Et là, c'était le bien, c'était l'abandon de la vaccination et puis d'équarrir les animaux. Alors après, je vais remonter. Bon, il y a d'autres personnes. Comment il s'appelle? Yersin, qui a travaillé sur la peste en Asie, qui a écrit des bouquins qui sont très qui se démarquent de la vaccination quelque part. Ensuite, en 1918, 1917, il y a les Américains qui sont venus en France et ils ont introduit la maladie de la grippe espagnole. Et ces gens-là, ça a pris énormément de force dans la troupe, ça a tué des civils. Et alors, c'est-à-dire que on n'a jamais établi le lien entre l'arrivée des Américains et l'apparition de cette maladie. Donc, mais en réalité, c'est une maladie d'origine provoquée par des vaccins que les gens subissaient. C'est qu'on ne maîtrisait pas la transmission des germes et le développement des maladies. Et là, c'est que là, on arrive après en 1923, quand les Japonais ont envahi l'Inde. Il y a le monsieur Ishii, Taigo Ishii, je crois, qui était un militaire de l'armée japonaise. Il a créé des unités de fabrication de vaccins en Inde. Et il y a eu plus de 32 000 victimes. 32 000, ce n'est pas nouveau. Il faisait des expériences douteuses. C'était sur la guerre bactériologique en général, la vaccination et ces mouvements en tant que garde de guerre bactériologique. Ce monsieur n'a jamais été inquiété. Après la guerre, les Américains l'ont amnistié. Et puis, on a pris toutes ses recherches. Il faut savoir aussi que dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, qui avaient un laboratoire à Porton Down, près de Londres, fabriquaient des vaccins. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des événements tels qu'une île près d'Écosse qui a été complètement laminée. On ne peut plus rien faire sur cette île. Bon, ça, ce sont des petits éléments que l'on met, qui s'ajoutent de jour à jour. Quand arrive la poliomyélite, alors ça, il y a beaucoup de choses à dire sur la poliomyélite, etc. Parce qu'il faut savoir que la poliomyélite,
C'était une maladie que les gens contractaient naturellement et qui guérissait en soi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 50-60? Y a-t-il eu des manipulations ou non? On ne le sait pas. Dans il y a cette épidémie de polio qui a fait énormément de dégâts. Et on s'aperçoit qu'il y a eu des montages entre ces victimes et la promotion de la vaccination contre la variole. Il faut savoir aussi que ces jeunes qui étaient vaccinés contre la polio, ils ont été en même temps, ils ont subi des actes médicaux en même temps. Et c'est ce qui a provoqué ce déclenchement de la polio chez ces jeunes. Bon, une nouvelle fois, on arrive dans les années 1950 où commence la virologie. Auparavant, il n'y avait pas de virologie en Suède. C'est là qu'on a commencé à mettre en place les virus. Et puis, il y a eu ces gens qui partaient en Afrique chercher des virus, etc., pour les transformer en virus pathogènes. Il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites. Et puis, on s'est bien vacciné les gens. Il y a aussi l'histoire de SV40, qui est un composant des vaccins qui a été introduit. Et alors, c'est-à-dire qu'en 1966, les Américains ont commencé à breveter les recherches sur les vaccins. Et en 1969, quand les Américains sont allés sur la Lune, les militaires ont invité des médecins pour tenter de créer un virus contre lequel aucune action était possible. Même pas peut-être pas les vaccins. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils sont entrés dans des recherches sur la vaccination animale, enfin sur la vaccination en général. Et c'est là qu'est apparu le virus du sida. Que s'est-il passé? On ne sait pas. Mais il y a eu quand même 3 sites d'introduction sur le sida. Les homosexuels aux États-Unis, les prisons aux États-Unis et l'Afrique, dans la région de Kinshasa. Et ces gens-là ont subi des injections de ces vaccins. Et c'est là que, quand je suis arrivé en 1978 à Kinshasa, de 2000, les premiers accidents sont survenus chez la population africaine. Et vous parliez du SV40 tout à l'heure, c'est pas un agent qui est oncogène? Peut-être. Peut-être, supposément, à étudier. C'est-à-dire que il y a tellement alors parce que ce virus du singe, SV40, c'est du singe, qui était considéré comme supportable par l'homme. Et ça s'accumule. Que se passe-t-il? Et c'est là que le bouquin de Leonard Horowitz, dont je parlais tout à l'heure, permet d'évaluer un petit peu le transfert de charge virale chez les individus depuis avec cette prolifération de vaccins. Bon, et donc le sida, c'est là que Jonathan Mann est nommé président du sida à Genève, et malheureusement il disparaît dans un accident d'avion en 1996. Quand arrivent à ce moment-là les recherches sur les coronavirus, c'est à partir des années 1999, toujours les militaires, sous couvert d'actions que l'on ne comprend pas toujours, ont commencé de mettre au point ces vaccinations et de breveter tous ces vaccins. C'est-à-dire qu'en 1999, il y a eu tout un tas d'actes qui ont été menés sur le MERS en Arabie Saoudite, etc., et d'autres maladies qui sont plus ou moins et qui n'ont pas fait d'événements. Et puis ça n'a pas créé d'incident. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, dans les années 2005, ils ont changé le règlement sanitaire international. C'est là qu'intervient l'OMS et qui règle ces mouvements des personnes au niveau international. Et quand arrive 2009 et cette fameuse épidémie de H1N1, et cette épidémie de H1N1, j'ai vécu 3 événements au mois de mars 2001. Le premier événement, c'était le 4 mars à Paris. Les gens de l'OMS sont venus et de Big Pharma sont venus à Paris et ont invité les députés français sur un thème qui était la vaccination, l'excellence française à préserver. Ils sont venus et ils ont débattu des vaccins qui étaient très bien. Il fallait inciter les gens à voter l'obligation vaccinale. Moi, j'étais là, par hasard,
Et j'ai travaillé sur le sujet. J'ai réussi, peut-être avec d'autres, à faire en sorte qu'on abandonne la vaccination au mois de septembre. Alors, les événements, c'était le 7 mars, 7 ou 9 mars, 5 ou 7 mars, je crois. Sarkozy était au Mexique, où il inaugurait une unité de fabrication de vaccins là-bas. Et le 9 mars, j'étais à l'époque à Dubaï, et à l'hôtel à Dubaï, il y avait un grand article en tête du journal. Les Big Pharma invest in vaccines to fill the revenue gap. Parce que pour compenser le manque de revenus sur les nouveaux vaccins, il fallait vacciner tout le monde. Bon, c'était en 2009. Ça, c'était au mois de mars. Le 24 avril, Madame Chan déclarait l'épidémie de H1N1. Et on était reparti dans un premier cycle d'évolution. Ça a fait ce que ça a fait. Je me souviens, Montagnier avait déclaré que les vaccins ne servaient à rien à l'époque. Et puis, ça avait disparu. Mais moi, je restais toujours conscient qu'il y avait un risque par la vaccination de rendre des maladies dangereuses. En 2014, il y a eu la guerre contre Ebola en Sierra Leone. Et c'est là que, en Sierra Leone, j'ai regardé sur Internet et les rapports à Ebola, j'ai comparé ça avec d'autres maladies que l'on rencontre beaucoup en Afrique. Il y avait des tonnes et des tonnes de documents qui étaient plus ou moins défendus par des officiers de la marine, etc. Et puis, que s'est-il passé? On ne sait pas. Sauf que, probablement, il y a eu des événements qui ont échappé à la presse. C'est-à-dire que il y avait un KENEMA qui était au centre de la Sierra Leone et tout un tas d'actions qui étaient menées dans les villages alentours, en Guinée, en Libéria, etc. Et là, les gens quand ils ont vu arriver ces blouses blanches, se sont révoltés. Et à ce moment-là, que s'est-il passé? L'armée américaine est intervenue au mois de septembre pour faire de l'ordre. Bon, alors toutes ces choses-là, on ne sait pas quelle est la fonction des militaires dans l'action de vaccin. En attendant, on sait que la vaccination est une arme bactérienne. Peut-être une arme bactérienne. On ne sait pas si c'est pour le bien, on ne sait pas si c'est pour le mal. Il y a eu aussi les histoires de la guerre en Irak. Bon, et puis arrive enfin 2020, le virus du Covid. Et c'est là que j'ai été invité à devenir le président de la Ligue. Alors, dès 2018, c'est que j'ai écrit dans ce bouquin. Un peu plus haut. Dans ce bouquin, par exemple, j'ai écrit. C'est un journal qui a été écrit pour. Voilà. Ouais. C'est un visage que j'ai fait collectif au nom de la Ligue, mais ça révèle un peu au grand public l'anticipation remarquable de la Ligue, parce que depuis la création de la Ligue en 1954, on se bat contre ces obligations vaccinales quelles qu'elles soient. Et puis alors on est pris dans un nouveau bain d'une nouvelle épidémie et tout ce qu'on avait anticipé auparavant, ça nous a permis d'avoir les arguments, les pieds sur terre, quoi. Et si bien qu'on est entré de plein pied dans la question et on a fait tout ce travail. Et aujourd'hui, ce que l'on constate avec cet événement, c'est que tout ça, ça a amené tous ces gens qui sont présents dans la salle à Castres. Bon, néanmoins, nous sommes toujours là. Et quand tous ces gens ont dit, mais nous, la vaccination, c'est subtil, ça ne sert à rien, c'est inutile, ils ont créé leur association et ils se retrouvent avec les mêmes soucis que la Ligue, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire dans l'immédiat. Sauf que, aux États-Unis, par exemple, il y a monsieur Bobby Kennedy, qui lui qui dirigeait Children's Defense, a commencé à étudier la question, et quand Trump l'a appelé comme ministre de la Santé, il tape dans la fourmilière. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais néanmoins, espérons que cette fonction militaire des armes bactériologiques soit enfin dénoncée. À peu près mon résumé, c'est ça. C'est déjà très bien. Le livre, on peut le commander Alors le livre, on peut le commander dans une librairie ou bien auprès de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations à Annecy. Et puis
Et puis aussi chez moi, éventuellement. Ou en ligne, éventuellement? Oui, en ligne, tu passes par Amazon. Je mettrai un lien Oui, en dessous mais- de la vidéo. Mais néanmoins, tu peux mettre un lien vers la Ligue, parce que nous aussi, on le vend. Bien Ça, sûr. ça vous permet Eh ben, d'alimenter nos... Je mettrai le lien vers le site de la Ligue. Alors donc, je ne suis plus le président de la Ligue, parce que j'avais une charge de travail énorme. Et puis, c'est à ce moment-là que Dr Soulier est décédé, que des tas de gens avec qui je travaillais sont décédés. Et puis moi, j'en pouvais plus. J'ai été soigné par le Dr Ox, qui était venu ici, et qui m'a sauvé un peu, puisqu'il m'a mis tout de suite à l'hôpital. Bon, néanmoins, ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dû abandonner la Ligue parce que je n'avais plus la force physique de m'occuper de ces questions-là. Mais néanmoins, je ne cède pas mon travail. J'ai besoin de continuer. Je suis revenu à différents événements. J'étais à Vierzon, j'étais en Bretagne. Et là, la semaine prochaine, je pars à Vienne, en Autriche, parce que je suis à nouveau le président de la European Forum for Vaccine Vigilance, parce que ça doit continuer. Voilà. Petit aparté sur la vaccination des enfants. Alors justement, oui. Alors moi, mon travail en tant que président de la Ligue, je ne voulais pas parler de ces questions d'origine militaire de ces vaccinations. Et moi, mon travail consistait à défendre les enfants contre ces obligations vaccinales. Et en 2018, je suis intervenu au niveau de la Ligue dans le cadre de cette nouvelle vaccination à 11 vaccins. Et c'est là où j'ai découvert l'ampleur du désastre et comment aider les parents à éviter cette vaccination obligatoire. Et le problème, c'est qu'en France, on n'a aucun texte qui permette de contourner cette question. Au départ de il y avait eu en 2016 la commission Fischer. Et puis malheureusement, quand on mettait un commentaire sur cette commission Fischer, ça ne prenait pas compte. Et puis il y avait des tas de gens qui sont devenus pour la vaccination, etc., pour la vaccination obligatoire. Et quand c'était au moment de décider, il y avait des possibilités d'éviter par des moyens. Et tout ça, ça a été balayé. Et cette vaccination obligatoire, c'était temporaire. Et on m'a dit que c'était temporaire. Or, nous sommes 8 ans après, et ça s'accentue. C'est pas de 11, on est à 15. Et tout ça, les parents sont totalement démunis. Comment faire? Je n'ai pas de solution à leur apporter. Je regrette, c'est le travail de la Ligue, mais on travaille avec des gens. Tiens, j'ai vu ce bouquin, écrit par Elsa Rullière, qui fait très bien son travail. Montrez-le devant votre visage. Oui, on le voit. Merci. Eh bien, elle fait un travail remarquable sur les vaccinations, sur les moyens de le contourner, et je pense qu'elle a des pistes pour permettre à ses parents d'éviter cette vaccination obligatoire. Alors, une nouvelle fois, moi, en tant que la Ligue, c'est pas moi qui travaille, ce sont tous les gens qui viennent vers la Ligue, qui apportent des solutions à ces questions vaccinales. Et c'est ça le travail de la Ligue, c'est de rassembler le maximum de compétences pour apporter des pierres à cette lutte contre les obligations vaccinales. Absolument. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à vous.